Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Rocles, dans le département de l'Allier, pour rencontrer Mathieu Perron, éleveur de bisons d'Amérique. Oui, vous avez bien entendu, un éleveur de bisons. Il en existe au total 15 en France et j'ai eu la chance de rencontrer le plus gros d'entre eux. Chez Mathieu, l'ambiance Far West est au rendez-vous. Portique d'entrée avec une tête de squelette de bison qui trône tout en haut, chevaux d'Amérique et bisons broutant paisiblement dans les plaines, pas de doute, on ne s'est pas trompé d'endroit. Mathieu a lancé cet élevage il y a près de 10 ans. Passionné par l'univers du Far West, il a lâché son job de responsable marketing en région parisienne pour lancer son élevage en Auvergne. Histoire incroyable, mais vraie. À force de persévérance et de dur labeur, il compte aujourd'hui 400 bisons élevés en extensif et réputés pour la qualité de leur viande, qui est faible en calories et riche en fer. Qui sait, peut-être la viande de demain. Je vous laisse maintenant vous plonger dans ce décor fait d'Indiens, de cow-boys et de bisons. Bonne écoute! Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir de bon matin chez toi sur ton exploitation. Il n'y a pas de problème, bienvenue. Merci. Je suis désolée d'avance, je suis un peu enrouée pour les auditeurs, j'ai la voix un peu cassée, désolée. Alors pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Alors, je m'appelle Mathieu Perron et vous vous trouvez actuellement dans l'Allier. Alors l'Allier, souvent personne ne connaît, on est dans le Bourbonnais, 1 heure au nord de Clermont et on se trouve dans le bocage bourbonnais, paysage assez vallonné, entouré de haies et avec plutôt des cultures d'herbage naturellement. La vraie aventure pour nous. Voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit comme animaux ? On retrouve des animaux assez bizarres. Donc tu es sur une exploitation qui élève des bisons d'Amérique. Je crois que c'est le plus original que j'ai fait jusqu'à présent. Ouais. Justement, tu pourrais nous décrire ton exploitation, combien tu as de têtes, est-ce que tu fais autre chose par ailleurs ? Donc on est sur une exploitation de 230 hectares, exclusivement réservée aux bisons. Et on se retrouve sur un cheptel de 400 animaux en tout. Il y a 120 mères. Et il y a toute la troupe qui va derrière, puisque c'est une filière quand même assez atypique en France. Donc il n'y a pas de filière d'organiser vraiment en France. Donc quand on élève ces bisons, il faut les emmener jusqu'au bout, les élever jusqu'au bout. Il n'y a personne qui va venir te chercher les broutards ou les génisses. Donc c'est vraiment une filière, il faut maîtriser tout de A jusqu'à Z. C'est pour ça qu'il y a un grand nombre d'animaux sur l'exploitation. C'est que les petits, on est obligé de les élever tous, contrairement à une filière bovine classique où souvent les jeunes de 1 an sont vendus. Et alors quel a été le déclic pour toi de devenir éleveur de bisons ? Le déclic, c'est un choix de vie, donc c'est une reconversion professionnelle. On était en région parisienne avec ma femme pour le travail. Et voilà, j'ai souhaité changer, je voulais m'installer, mais je ne savais pas trop dans quoi. Parce que s'installer hors cadre familial, c'est jamais trop évident. Moi, je voulais faire de la vente directe pour essayer de maîtriser un peu ma filière et maîtriser mes coûts de vente. Voilà. Après, s'installer sur une production classique où il y a des gens qui font déjà de la vente directe et qui font ça très bien. Voilà, je voyais pas l'intérêt. Donc en fait, aujourd'hui, je me suis retrouvé à chercher une production sans trop qu'elle soit atypique. Et en fait, le déclic, ça a vraiment été un bouquin d'un éleveur américain qui s'appelle Dan O'Brien et qui s'est lancé, aux États-Unis, dans le Midwest, dans les grandes plaines américaines, qui a expliqué dans son bouquin comment il était passé de l'élevage bovin classique à l'élevage de bisons. Et c'est un livre passionnant que je recommande à tous les auditeurs. Pour ceux qui veulent se lancer. Voilà, ça s'appelle Les bisons du cœur brisé, et voilà, de Dan O'Brien. Et c'est vraiment un livre d'aventure qui explique beaucoup l'impact du bison sur les grandes plaines. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, nous en France, à en élever. Il y a très peu d'élevages, il n'y a qu'une quinzaine d'élevages en fait, en France. Comment on fait pour quitter la région parisienne, pour se dire allez, je viens ici, tu as racheté une exploitation qui existait, comment ça se passe, il a fallu reprendre une exploitation agricole avec en fait la reprise des terres et puis l'achat d'animaux qui est compliqué parce que justement vu que c'est rare, on en trouve peu. Et il a fallu que je fasse des travaux d'abord, puisque l'installation en fait
considéré comme des animaux sauvages, détenus en captivité, animaux dangereux. Donc on se retrouve à avoir des normes pour élever du bison en France. Donc c'est les tailles de clôture, les hauteurs de clôture, les tailles de parc, les formes. Voilà, tout ça est régi par un décret du ministère de l'Environnement et donc il y avait besoin de faire beaucoup de travaux par rapport à un cheptel bovin classique et donc il a fallu commencer par faire tous ces travaux pour pouvoir être capable d'accueillir les premiers animaux. Je crois que tu as besoin d'une autorisation aussi vu que c'est des animaux sauvages, non ? Voilà, c'est ça. Donc moi je suis détenteur d'un certificat de capacité. Qui est délivré par les services préfectoraux et ensuite les services vétérinaires viennent contrôler si mon exploitation est aux normes au niveau de l'élevage. Voilà. Et le métier en tant que tel, comment tu l'as appris ? Parce que lire un bouquin, c'est bien beau, mais je pense que quand on se retrouve avec les bisons dans le champ, c'est autre chose, non ? C'est ça. Donc en fait, les certificats de capacité, on te demande, c'est pour éviter que tout le monde se lance à élever des animaux sauvages sans avoir d'expérience sur l'élevage. Donc moi, en fait, j'ai fait plein de stages chez d'autres éleveurs pour apprendre le métier, pour apprendre comment gérer ces animaux, parce qu'ils sont quand même assez atypiques. On le verra tout à l'heure quand on ira les voir, mais ils sont très... Voilà, il faut les connaître pour pouvoir à la fois les manipuler, pour pouvoir à la fois repérer des maladies, des problèmes. Et donc voilà, donc ça se fait pas n'importe comment. Donc ça s'apprend, et donc c'est en faisant des stages chez d'autres éleveurs. Et les voisins, ils ont dit quoi ? Alors les voisins, ils ont eu un petit choc. Voilà, un petit choc parce que j'arrivais de région parisienne avec une voiture immatriculée en région parisienne, donc le Parisien qui vient dans l'Allier pour faire du bison, c'est sûr que ça a un peu choqué. Mais bon, ils ont été super sympas parce que voilà, je crois qu'ils ont vu qu'on a pas fait de bruit, on est resté dans notre coin, on a travaillé beaucoup pour refaire toutes les clôtures et tout ça et bon, je pense qu'ils ont apprécié le fait que malgré que ce soit une production originale, qu'on ne soit pas trop des originaux, qu'on ne fasse pas ça par-dessus la jambe et qu'on ne soit pas trop olé olé et qu'on fasse ça de façon carrée. Et je pense que ça leur plaît et c'est assez sympa dans le paysage. Ça change du charolais. Ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon mais parfait, écoute, je te propose qu'on aille poursuivre au calme à l'intérieur pour parler du bison justement et puis de sa viande, je crois, qui est excellente. Voilà, pas de problème. À tout de suite. Bon, nous voilà revenus au calme. J'aurais bien aimé parler avec toi du bison. Pour démarrer, c'est quoi l'origine de cet animal ? Ouais, l'origine, figure-toi que c'est une espèce qui est originaire d'Asie centrale et qui était vraiment sur le continent européen et qu'on retrouvait partout dans toute l'Europe. On en retrouve, dans les grottes de Lascaux, dans les peintures rupestres. Et donc, il était vraiment originaire d'Asie centrale. Et cette espèce était notamment chassée par les humains. Et au moment d'une glaciation, par le détroit de Bering, où les glaces recouvraient entre la Russie et l'Alaska, certains troupeaux de bisons sont partis en Amérique du Nord. Et après, ont évolué complètement différemment. C'est-à-dire, ceux qui sont restés sont devenus finalement des bisons d'Europe. Aujourd'hui, c'est une espèce en voie d'extinction. Alors, ces animaux, ils ont été pourchassés par l'homme et finalement, ils se sont retrouvés tranquilles que dans les gros massifs forestiers de la Biélorussie et de la Pologne. Et finalement, ils ont évolué complètement différemment. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à avoir des animaux qui sont plus petits, qui mangent des mousses, du lichen, qui sont beaucoup plus peureux que le bison américain. Et qui sont aujourd'hui une espèce en voie d'extinction. Et finalement, on peut créer un élevage comme le mien, avec des bisons d'Europe, mais l'élevage devient une réserve naturelle parce que c'est uniquement pour la prolifération de l'espèce. D'accord. Alors que le bison américain, lui, là-bas dans les Grandes Plaines, il a complètement évolué différemment et s'est retrouvé en fait, avec des grands espaces et s'est multiplié, très peu d'humains pour le chasser. Donc il est beaucoup plus placide que l'autre bison européen qui est un peu peureux. Beaucoup plus placide, plus grand, plus gros. Et voilà l'origine un peu de ce qu'on peut encore retrouver dans ces deux espèces qui existent sur la planète. C'est quoi les conditions d'élevage ? C'est des élevages extensifs ? Il se plaît dans les grands espaces, le bison ? Oui, il se plaît dans les grands espaces. Donc, c'est des animaux qui sont dehors toute l'année. Alors, ils sont dans des grands espaces, mais moi, ce que je fais, c'est que ils sont surtout sur des parcelles différentes. C'est-à-dire que j'aurai la possibilité de mettre un troupeau et de mettre 50 hectares. Tu vois, et mettre tous les animaux, 50 hectares, toute l'année dedans.
Sauf qu'en fait, si tu veux, d'un point de vue de l'élevage, si tu veux optimiser la pousse de l'herbe, dans l'Allier, en fait, et comme beaucoup de régions, l'herbe, elle pousse souvent au printemps. Et voilà, il faut arriver à gérer cette pousse d'herbe pour que les animaux aient de l'herbe tout le temps. Et souvent, voilà, c'est des animaux qui aiment bien de l'herbe. Si tu veux, dans les grandes migrations, eux, ils se bougeaient et ils suivaient en fait la pousse de l'herbe. Donc l'été, ils remontaient dans le nord et après l'hiver, ils redescendaient dans le sud. Donc moi, j'essaye de recréer ça dans des parcelles, c'est-à-dire que j'essaye de cantonner le troupeau sur des petites parcelles et je fais tourner le troupeau. Okay. Donc ça permet d'optimiser la pousse de l'herbe, c'est-à-dire qu'ils mangent vraiment de l'herbe verte des pousses. Et en plus, c'est une lutte indirecte contre des parasites. C'est-à-dire que le bison américain, lui, il revenait une fois au même endroit, une fois par an, avec des chaleurs extrêmes, très continentales, très chaud l'été, très froid l'hiver. Donc les parasites, il ne connaît pas. Et moi, si tu veux, dans un élevage français, forcément, tu as des parasites qui existent, puisqu'on est dans un biotope d'élevage classique bovin. Et donc, il y a des parasites qui existent. Et donc, moi, j'essaye de les faire revenir sur la même parcelle dans une échelle de temps la plus longue possible. Et alors, comment il vit le bison ? Il vit en groupe ? Il y a des dominances dans le troupeau. C'est quoi le comportement d'un bison ? Ouais, alors le bison, c'est très grégaire. Tout le temps, tous ensemble. Voilà, tous ensemble, à part les gros mâles qui ont tendance à s'éloigner, mais ils sont tous les uns sur les autres, mais en même temps, ils sont très dominants les uns les autres. C'est-à-dire que ils sont tout le temps en train de s'embêter, se taquiner pour vraiment trouver sa place et vraiment, à chaque fois, ils essayent de remettre en cause cette hiérarchie qui est établie. Donc, la hiérarchie est dominée par une femelle qui régit le troupeau et qui décide où est-ce qu'on va, qui dit on va boire, tout le monde va boire. Ça change dans beaucoup de domaines, les femelles sont dominantes. Mais voilà, on va boire ou on se pose et on rumine et tout le monde rumine ensemble. Voilà, c'est vraiment... c'est une vie de groupe. Finalement, le cycle de vie du bison, c'est quoi ? Il y a des périodes où il y a plus de naissances. Comment ça se passe ? Ouais, c'est cyclé sur l'année. C'est-à-dire que le bison, c'est un bovidé, hein, donc ça reste un bovin. Donc on reste sur les mêmes schémas en termes de gestation. Donc on est sur 9 mois de gestation. On est par contre un peu plus proche des animaux sauvages, un peu comme les cerfs. C'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir une période de rut bien ciblée sur l'année, où les femelles viennent en chaleur, donc c'est du 15 juillet au 15 septembre, et tu as les naissances 9 mois plus tard, donc à peu près du 15 avril jusqu'au 15 juin. Voilà, c'est très cyclé, c'est avec la durée du jour en fait, la durée du jour qui commence à diminuer au début juillet, et donc là on est début juillet, donc on va rentrer dans les périodes de rut, où les mâles vont se battre, et voilà. Et après toi, combien de temps tu les gardes sur ton exploitation ? Les animaux ? Figure-toi que c'est eux qui vont décider. C'est-à-dire que donc l'élevage classique, moi je me retrouve à avoir des animaux, les petits naissent au mois d'avril, et donc je les garde les mâles, je les garde entre 2 ans, je commence à les abattre à partir de 2 ans, et jusqu'à 3 ans. D'accord, entre 2 et 3 ans, donc j'abats tous mes mâles, puisqu'en général, tu as 50% de veaux mâles et 50% de veaux femelles, mais la priorité, c'est vraiment de s'occuper des mâles en premier, puisque en fait, le mâle grandit plus vite que la femelle, hein. C'est-à-dire qu'à 2 ans, un mâle, tu vas avoir à peu près 300 kg de carcasse, 600 kg poids vif, alors qu'une femelle va faire à peu près 400 kg. Donc D'accord. Tu vois, il grossit beaucoup plus vite. Mais la problématique, c'est que la viande, vu qu'on est producteur et qu'on vend notre viande nous-mêmes, on cherche quand même à faire un produit de qualité. Donc on fait une sélection dans la viande qu'on propose. Et donc on sait qu'il faut qu'on tue avant les 3 ans. Parce qu'au-delà de 3 ans, la viande de mâle commence à être un peu plus ferme. Et nous, on veut une viande irréprochable. Donc on cherche vraiment à tuer les animaux avant 3 ans. Alors que la femelle, elle reste tendre toute sa vie. Donc que tu es une jeune femelle de 4 ans ou une plus vieille de 10 ans, la viande est tout aussi tendre. Ouais. Ok, donc tu les gardes plus longtemps du coup. Voilà, c'est ça. Et ensuite, je voulais parler avec toi d'une étape de la vie de l'animal qui semble importante, c'est le sevrage des bisonneaux, on dit les petits bisons. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment ça se passe ?
Alors, c'est assez important parce que dans la hiérarchie du troupeau, en fait, les mères sont très protectrices de leurs veaux. Alors, tu vas me dire que certaines espèces bovines aussi sont très, très maternelles, mais là, c'est décuplé chez le bison. C'est-à-dire que le petit ne peut pas être à plus de 1 mètre, 1,50 m de la femelle. D'accord ? Il est tout le temps rappelé. Dès qu'il va plus loin, il se fait gronder et donc il faut vraiment qu'il soit à côté de la femelle. Et donc forcément, quand on fait un sevrage, on se retrouve forcément à casser ce lien avec la mère. Donc, Parce que le sevrage, c'est vraiment le fait de séparer le veau de sa mère et que tout à fait. Qui change d'alimentation, c'est ça, qui passe du lait à la... Ouais, non, il a commencé, Ouais. il a commencé à manger de l'herbe parce que déjà, après 1 mois de vie, donc le premier mois, il a bu que du lait de la mère, mais après 1 mois de vie, il commence à manger, à mâchouiller et à manger D'accord. de l'herbe. Et donc le rumen se met en route. Et donc voilà, à 9 mois, on se retrouve à avoir des animaux qui ont la capacité de manger de l'herbe et du foin. Alors nous, en termes d'élevage, le bison, comme tout bovin, est capable, la mère est capable de sevrer elle-même son petit. Sauf que ça va prendre plus de temps. Et souvent, elle va le sevrer, malheureusement, quand l'autre va arriver. Donc ça tire beaucoup sur la mère. Ouais, d'accord. Et donc nous, ce qu'on recherche par cette méthode de sevrage, c'est que on lui évite de faire ça, la mère, pour que elle puisse reprendre des forces, elle puisse reprendre de l'état, pour qu'à l'arrivée du prochain veau, elle soit dans un état corporel suffisant et qu'elle puisse bien s'occuper du prochain veau. Et parce qu'on reste sur un cheptel bovin classique, nous on cherche quand même à avoir des performances, forcément, on cherche à avoir un maximum de veaux chaque année, même si ça reste un animal sauvage, que c'est pas évident d'influer sur eux, sur leur fonctionnement, mais on cherche malgré tout à tout faire pour que ça marche bien, voilà. Parce que tu pourrais laisser faire, mais bon, si tu laisses faire les femelles, tu aurais, un veau tous les 3 ans. Donc voilà. Alors donc que là, tu es sur un par un. Voilà, on essaye d'avoir un veau par an. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'on est sur un cheptel bovin classique avec un sevrage des veaux à 9 mois. Ouais. Et alors, comment tu les sépares de leur mère, puisque justement, si elles sont très protectrices, j'imagine, et que le bison est un animal sauvage, j'imagine que c'est un moment un peu périlleux dans l'année, non ? Voilà, tout à fait. Comme toute manipulation, on essaye de manipuler le moins souvent possible, puisque c'est des mots qui ont une très bonne mémoire. Donc en fait, ils savent qu'on va leur faire un malheur. Donc on les embête pas. On essaye de tout faire pour que tout aille bien tout au long de l'année. Donc on fait des traitements préventifs, des choses comme ça, pour éviter qu'ils aient des parasitismes, pour éviter qu'ils soient malades. Voilà, et on essaye que ça se passe dans le calme le plus souvent possible. Donc l'idée du sevrage, c'est qu'on attrape tout le troupeau. Alors quand je dis attraper, on ne pousse pas le troupeau, on l'attire. C'est-à-dire qu'on veut que 90% de la manipulation soit faite par eux. En fait, il faut essayer de penser bison. Voilà. Il faut essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de faire ? Et en fait, alors toi, ça te fait rigoler, mais c'est pas évident parce que c'est des animaux qui sont très malins. Tu vois, je peux pas rester derrière une porte ou un truc comme ça parce qu'ils vont me voir. Ils me voient ou ils me sentent et donc forcément, voilà. Donc en fait, tu essaies de les cantonner sur un pré. Essaye de diminuer le fait qu'ils aient de l'herbe à volonté à manger et tu vas leur ouvrir une porte et tu vas les attirer dans ce qu'on appelle des pré-parcs. Donc c'est des petites parcelles qui sont le long de nos prés et dans ce pré-parc tu vas mettre à manger. Donc là ils vont dire ouais chouette et tout ça et donc ils vont y venir et là en fait si tu veux ça permet de les rapprocher du système de contention qui est notre système qu'on a construit pour pouvoir manipuler ces bisons. Parce que c'est une obligation réglementaire d'être capable de pouvoir attraper les animaux, pour pouvoir les soigner, pour pouvoir faire les prises de sang annuelles, puisqu'on est comme du bovin, donc on a des prises de sang pour recherche de maladies. Et donc voilà, si tu veux, ça permet de pouvoir les attraper un peu comme ça. Donc on les a déjà attirés dans un pré-parc, et ensuite... si tu veux, ce système de contention est situé au milieu d'autres parcs. C'est quoi ce système de contention ? C'est des barrières qui se rétrécissent en entonnoir ? Exactement, des barrières qui se rétrécissent en entonnoir. Alors, des barrières, en fait, c'est des traverses de chemin de fer qui montent jusqu'à 2,50 m de haut et avec des glissières d'autoroute. Voilà. D'accord.
Parce que c'est des animaux sauvages et que ça saute, que ça peut taper, et si tu veux, c'est une forme de colimaçon qui se termine à la fin par une cage de contention qui nous permet d'attraper les animaux de façon à isoler l'animal et de pouvoir le traiter en toute sécurité. Donc ça le prend au cou, ça le prend au flanc et il est bloqué, et il bouge pas, et donc ça nous permet si on a des interventions à faire, ça. Voilà. Mais pour les conduire jusqu'au pré-parc et après jusqu'à ces endroits-là, t'es à pied, t'es avec un tracteur, comment tu guides le troupeau quand même? C'est même si je comprends qu'il doit se déplacer par lui-même, il y a un moment où il faut que tu lui donnes la direction. Voilà. Donc on a mis le système de contention au milieu des parcs. D'accord. Et si tu veux, dans ce système de contention, on les fait passer par ce système de contention pour les emmener dans d'autres parcs en fait. Et donc il a l'habitude de passer par là pour aller voir une autre prairie. Donc quand il voit qu'il est dans le pré-parc, il est coincé et il se dit et j'ouvre le parc pour l'emmener vers d'autres prairies. Et donc il se dit chouette, il va m'ouvrir une autre prairie. Sauf que la porte est fermée et qu'il se retourne et moi j'arrive en courant. Donc je suis tout à pied. Après le système, la contention après des bisons se passe à pied, ouais. T'es obligé de ruser toute l'année pour que à ces moments-là ça se passe bien, quoi. Et oui, exactement. Voilà, c'est dans ces périodes de formation qu'on a parlé tout à l'heure que tu apprends ce genre de choses. Parce que c'est des animaux qui sont très athlétiques, ils courent à 60 km/h, ils ont une très bonne endurance, ils peuvent courir pendant une moyenne de 35 km/h, mais pendant des heures. Et ce qui leur a permis de traverser les âges. Les bisons, ils ont connu les mammouths, ils ont connu les machins, et en fait, ils ont traversé les âges grâce à ces qualités. C'est ça qui est passionnant dans cet animal, en plus de la légende, sur les Amérindiens ou des choses comme ça. Mais ça reste un animal qui est passionnant parce qu'il est très malin, il est très futé, il a des capacités athlétiques hors normes, et donc c'est ça qui est génial, ouais. Moi, c'est ça qui me plaît, quoi. Et pour clôturer sur le sevrage, c'est quoi le comportement du veau et de la mère quand tu les sépares? Ils se réclament, j'imagine, quelques jours. Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Donc, en fait, les veaux sont séparés, sont montés dans une bétaillère, c'est-à-dire à la cage de contention. On fait aller tout droit les mamans, et quand c'est un veau, on le fait monter dans la bétaillère, et ensuite, la bétaillère, on le met dans un enclos isolé, très petit, pour éviter, parce que sinon si tu fais un grand enclos, en fait ils vont courir pendant des heures le long des clôtures pour essayer de retrouver leur mère. Donc plutôt et en fait ils s'appellent souvent pendant bien une semaine, ouais. Mais toi c'est une étape, on l'a dit, qui est obligatoire si tu veux que ton exploitation elle soit rentable, parce que sinon tu aurais des revenus 3 fois moins élevés, tu gagnerais pas ta vie. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait partie du cycle d'élevage en fait du bison, où tu as nécessité quand même de... Bon, après, tu vas avoir des éleveurs de bisons qui vont te dire non, nous on préfère que la femelle sèvre tout seul, mais forcément il y a un moment donné où la femelle va dépérir parce que elle a un veau qu'elle a élevé jusque tard, et puis il y a le nouveau qui arrive, et puis forcément il y a un moment donné, beaucoup d'énergie. C'est ça, beaucoup d'énergie. Et si tu veux, le bison, ce qui est intéressant dans cette espèce, c'est qu'il se préserve. C'est-à-dire que si elle n'est pas dans un état corporel suffisant, si elle sent un manque, elle ne va pas devenir en chaleur. Elle ne va pas venir en chaleur pour avoir un bébé, et si elle n'est pas sûre de l'élever. Tu vois, elle se coupe, elle monte, elle n'a pas d'ovulation, pas de chaleur, et elle attend une année. Donc elle se conserve. Mais sauf que toi, tu te retrouves à avoir... Et c'est des animaux que, contrairement à du bovin, où tu sens ton niveau, si tu veux, niveau physique de tes bovins classiques, il est pas top. Tu vas complémenter avec un aliment pour les rebooster, et pour qu'elles soient dans un bon état corporel pour faire de l'art pro. Moi, je peux pas. C'est-à-dire que c'est des animaux qui sont élevés à l'herbe, ils ont un tube digestif primitif, ils se produisent pas les protéines, ils digèrent mal l'amidon, donc c'est que de l'herbe. Et à l'herbe, c'est plus compliqué, de redonner de l'état à des animaux en pleine période de sécheresse, puisque quand tu as un mois de juillet, août, là en période de chaleur, nous dans l'Allier, c'est les périodes de sécheresse. Donc c'est assez compliqué
de contrebalancer si jamais les animaux ne sont pas en bon état. Et le bison, c'est quand même un animal mythique. Il y a tout l'imaginaire qu'il y a derrière, avec le Far West, les grands espaces américains. J'ai l'impression que sur l'exploitation, tu cultives un peu ça. En entrant, on a le portique avec la tête d'un bison en squelette, etc. Ouais. C'est ce qui t'a attiré aussi, entre autres, tout Ouais, ça. bah oui, moi je suis passionné du monde américain. On a des chevaux, je sais pas si tu as vu dans l'exploitation, Oui. là, on a des chevaux. C'est des chevaux américains parce que voilà, quand on était en région parisienne et un peu plus tard, on a fait de l'équitation western. Donc l'équitation de travail avec, pour faire du tri de bétail. Donc on fait pas de tri de bétail sur les bisons parce que c'est trop rapide et puis voilà, faut être très bon cavalier, ce qu'on n'est pas encore. Mais voilà, c'est un monde qui nous plaisait, mais sans partir dans les travers. Hein. C'est vraiment un monde qui nous plaisait et donc on le cultive un peu parce qu'on fait chaque année on fait une porte ouverte. Figure-toi, on a une porte ouverte donc début septembre où on reçoit 2-3 000 personnes sur l'exploitation et on recrée un monde western. Donc on essaye de faire un vieux village western. Il y a de la country, voilà, il y a il y a un taureau mécanique pour les enfants, il y a des balades en calèche et on essaye on met des palissades tout autour de la ferme pour pas que les gens voient et puis quand ils rentrent dedans il y a des gens avec des chevaux, avec des gros drapeaux américains ou confédérés, il y a des gens en habit qui recréent des scènes western avec des combats de rue et qui tirent à la poudre noire et tout ça. C'est génial, mais voilà, et ça plaît aux gens parce que ça sort de l'ordinaire. On a toujours, tout le monde a cet aspect Far West et cet aspect imaginaire et donc c'est sympa et ça va très bien avec le bison. Et donc voilà. Je comprends mieux parce que sur Twitter, quand j'ai dit que je venais, on m'a dit de te demander si la fête du bison était maintenue. Donc j'imagine que c'était la fête voulait du parler bison. de ça. Exactement. Et ensuite, j'aimerais parler avec toi de la viande de bison. Je crois qu'elle est excellente pour la santé, non ? Tu peux nous en dire plus ? Ouais. Ça a été l'une des raisons pour laquelle on s'est lancé dans ce type de production, parce qu'en production originale, t'en as plein. Hein, moi, je voulais un animal qui me ressemble, mais où j'avais des affinités. Donc, en plus du monde du Far West, tu veux, c'était surtout aussi la qualité de la viande qui est assez reconnue. Donc, c'est une viande très diététique, contrairement aux idées reçues où les gens pensent que c'est dur et que c'est fort parce que l'animal ressemble un peu, il est un peu poilu, il ressemble à du gibier. Et en fait, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est une viande qui est très proche du bœuf, avec un goût un peu boisé. Souvent, le bœuf, on dit, c'est le gras qui amène le goût et qui amène la tendreté. Nous, c'est une viande qui n'est pas grasse du tout, mais par contre, naturellement, en fait, la viande a un bon goût de viande, avec un goût un peu boisé et des fibres plus fines que le bœuf. Et c'est très tendre. Et c'est excellent pour la santé. C'est une viande qui est riche en fer, riche en protéines, pauvre en cholestérol. Et on s'est dit, en se lançant de but en blanc, on s'est dit, c'est une viande d'avenir. De plus en plus, on pense que les gens vont peut-être manger moins de viande, mais peut-être de meilleure qualité. Donc pour des animaux élevés à l'herbe qui restent dehors avec une qualité de viande qui est reconnue, on reste sur un produit donc, qui est un peu plus cher que la moyenne, hein. On reste sur un produit un peu haut de gamme. Alors souvent les gens ils me disent oui, le bison c'est cher. Alors ce que j'essaye de leur expliquer, mais alors je dis attendez, en fait, sans parler des clôtures spécifiques, des grillages d'1,80 m, donc un coût de clôture, des animaux plus coûteux que du bovin parce que c'est rare, qu'on en trouve peu. J'essaye d'expliquer aux gens que on a en fait si on prend par rapport au bovin. Un bovin, on arrive à faire des babies, ce qu'on appelle donc, production de viande, à 18 mois, donc qui font à peu près 600 kg de carcasse. Nous, on fait 30-36 mois, donc 2 fois plus longtemps, et ça donne 2 fois moins de viande, c'est-à-dire que ça donne 300 kg de carcasse. Donc j'essaye d'expliquer aux gens en disant, vu que c'est des animaux que je ne peux pas pousser, c'est des animaux qui ont gardé cet aspect préhistorique, qui poussent tout doucement, ils atteignent leur taille adulte à 7 ans, je me retrouve à essayer d'expliquer aux gens comme quoi que c'est une croissance lente et que pour moi que je puisse vivre et on se retrouve à avoir une viande qui est un peu plus chère que la viande de bœuf, encore que quand tu compares à la viande si tu veux en région si tu veux à la campagne, mais quand tu compares
chez les bouchers en région parisienne, on est peut-être même prix, voire moins cher, quoi. Ça tombe bien, tu viens de faire ma minute économique, je fais à chaque fois. Combien en moyenne ça coûte 1 kilo de viande de bison à peu près, tu sais nous dire? Oui, je sais te dire. Mais après, le problème, c'est que je vais être obligé d'être plus précis parce que le bison, c'est comme le bœuf, donc il y a les mêmes morceaux. Ouais. Et donc, suivant les morceaux, tu vas te retrouver à avoir des prix différents. Donc, par exemple, le bourguignon, tu vois, c'est 24 € du kilo. Et le steak, ça va être 35 sur le steak basique. Et après, on est sur 42 sur du steak un peu plus haut de gamme, plus tendre. Roast beef 42, les choses comme ça. Mais je confirme que c'est excellent. J'avais connu ta production en allant au marché de Rambouillet où j'avais découvert le bison d'Auvergne. On t'en avait acheté un peu et on l'a goûté. C'est excellent, je confirme. Et pourquoi aujourd'hui ça reste un marché de niche? Le bison, c'est une viande qui n'est pas très connue. À ton avis, pourquoi? Et tu nous l'as un peu dit, tu penses que cette consommation-là, elle va augmenter? Alors en fait, 90% de la consommation de viande de bison en France est importée d'Amérique du Nord parce qu'elle est dominée par les grandes chaînes de restauration et qui servent du bison à leur table. Du bison français, il y a très peu d'élevage parce que, si tu veux, le bison, c'est un monde à part. C'est-à-dire que t'es éleveur, donc souvent les éleveurs, ils sont passionnés par leur métier, ils sont passionnés par les animaux, par l'agriculture en général, mais quand t'es éleveur de bison, il faut être aussi commercial. Et c'est ça qui n'est pas évident, il faut être commerçant et aller jusqu'au client final, être capable de vendre toute la bête, puisque finalement, quand on se vend dans la vente directe, c'est très compliqué tu vas toujours arriver à vendre les bons morceaux, les morceaux à griller. Mais finalement, la marge que tu vas réussir à faire sur un animal, elle est dans les bas morceaux. Et c'est ceux-là qu'il faut arriver à valoriser et donc à commercialiser. Donc c'est ça qui n'est pas évident. C'est que à la fois en étant éleveur, tu es aussi commercial. Et donc ça, il faut avoir le caractère pour être capable de le faire, aller au-devant des clients, faire des salons, faire des choses comme ça. Donc c'est pas évident. On a aussi cet aspect réglementaire qui, en France, nous oblige à suivre des formations, à avoir des éléments techniques sur les hauteurs de clôture, les tailles de parc, les choses comme ça. Donc après, ça, c'est aussi un frein. Et après, il y a la problématique économique, c'est-à-dire que vu que c'est des animaux pendant 3 ans, tu les élèves pendant entre 2 et 3 ans, tu n'as pas de revenus pendant 2-3 ans. Donc c'est de l'argent immobilisé. Alors que quand tu es sur du bovin classique, tu te retrouves, au bout de 9 mois, 1 an, tu es capable de vendre ton broutard ou ta génisse qui part chez d'autres engraisseurs ou des choses comme ça. Mais au bout d'1 an, tu vois, tu as rentré d'argent. Tandis que moi, au début, on a repris les cheptels bovins sur l'exploitation parce qu'au début, quand tu vas voir les banquiers et tu commences à leur dire je voudrais une somme d'argent non minime, assez grosse, et tu leur dis ma première rentrée d'argent pour rembourser, c'est pas avant 3 ans. Forcément, ça fait un peu tousser. Et donc économiquement, c'est un peu lourd, il y a beaucoup plus d'argent immobilisé sur du bison que sur du bovin classique, quoi. Mais du coup, pendant ces 3 ans, comment ça se passe? T'as des aides quand même de la PAC, de l'État, les systèmes bancaires te suivent, te disent ok, tu commences à rembourser les prêts dans 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est qu'au début on était en cheptel bovin classique, et si tu veux, on avait un cheptel bovin de Salers allaitant. D'accord. Et on avait des veaux, et donc si tu veux, plus le cheptel de bison augmentait, et plus Ok, t'as fait une transition. Voilà, j'ai fait une transition avec des bovins classiques. Et ensuite, aujourd'hui, l'idée, c'est, si tu veux, on arrive à commercialiser nos produits. Aujourd'hui, on est sur une 40aine de carcasses par an. L'objectif, donc, dès l'année prochaine, c'est être à plutôt 80 carcasses. Donc, c'est un beau challenge. Donc, c'est pour ça que ma femme revient sur l'exploitation. Ouais. On va essayer de développer, parce que pour l'instant, on faisait que en vente directe, vraiment que aux particuliers. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de diversifier, d'aller voir les professionnels pour faire connaître notre viande et pour essayer de vendre plus de production via ces réseaux. Quand tu dis les professionnels, c'est les restaurateurs, c'est les chaînes aussi qu'on connaît qui vendent du bison? Non, c'est surtout les restaurateurs, parce que après les chaînes, elles ont leur filière. Et forcément, moi, je suis tout petit, parce que même si je suis l'un des plus gros éleveurs de bisons en France, que j'ai 400 animaux, une chaîne de restaurants bien connue qui fait du bison, eux, ils veulent peut-être 3-4 tonnes de viande par semaine.
Donc moi, ça serait, en l'espace de 3 mois, et ils auraient tué tous mes animaux. Donc, et puis ils veulent un type de morceau. Donc ils vont pas vouloir toute la bête. Donc moi, il faut que j'arrive à valoriser le reste. Donc voilà, c'est compliqué. Après, on est sur d'autres marchés. C'est vraiment, moi je cherche plutôt des restaurateurs qui ont vraiment une volonté de travailler avec le producteur, parce que de plus en plus, ça rentre vraiment dans un certain dynamisme, ce genre de choses, et qui ont un peu l'esprit ouvert et qui ont la capacité de pouvoir à la fois travailler des belles parties. C'est sûr, parce que là, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de restaurateurs qui veulent travailler les belles parties, mais on essaie de pousser aussi à ce qu'ils puissent être capables de travailler aussi le reste, parce que forcément, un filet sur un bison, ça représente que 4 kilos. Sur 190 kilos de viande, il y a 4 kilos de filet. Donc le reste, il faut arriver aussi à le commercialiser. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas lancé chez les restaurateurs dès le début comme ça, parce qu'on savait qu'à la fois, on n'avait pas la régularité au niveau de la production. Pas dire à un restaurateur, on peut vous le vendre cette semaine. La semaine prochaine, on n'aura rien par contre. Donc les restaurateurs veulent une certaine continuité, mais aussi ils veulent tout le temps le même morceau. Donc c'est ça qui est compliqué. Il faut arriver à essayer d'avoir un réseau commercial pour essayer de vendre le reste de la bête. Donc il faut que tout ça, et c'est ça qui est passionnant en se vendant dans la vente directe, c'est que vraiment on touche à tout le monde, on touche à plein de milieux, le milieu de la boucherie. Donc on vient de créer notre labo de découpe. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on maîtrise tout de A jusqu'à Z, jusqu'à la découpe. Notre production, on est capable de faire du sur-mesure pour les gens qui veulent des morceaux spécifiques, et c'est ça qui est top et qui est intéressant, mais c'est un monde à part et qu'on découvre petit à petit, quoi. Ouais, c'est une nouvelle corde à son arc. Voilà. Et tu l'as dit, ta femme, elle va te rejoindre sur l'exploitation. Elle disait, c'est quoi, c'est d'augmenter le niveau de production et de gagner un peu de temps aussi, d'être un peu plus libéré, toi de ton côté, j'imagine. Ouais, on bosse beaucoup, et on touche à plein de choses, et je cours après le temps souvent. Ouais, je confirme, on a vu un dixième de ta journée, mais tu arrivais d'un abattage, tu étais en train de nettoyer le camion, tu nous as reçus, un client est arrivé, tu es arrivé, tu as 3 enfants, il fallait faire petit déjeuner, t'as pas l'air de t'ennuyer. Voilà, c'est ça, il y a plein d'activités, mais après, l'idée c'était vraiment d'être capable de par rapport à la taille d'exploitation qu'on a, avoir un nombre de bisons à abattre, qui nous permettent de vivre correctement, et être capable aussi de pouvoir être capable d'embaucher aussi, par exemple au niveau du labo, pour être capable d'embaucher un boucher à plein temps, pour faire des prestations sur des animaux extérieurs, mais pour découper aussi nos propres animaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est des prestataires qui viennent. Mais, et donc faut que la machine se mette en route, mais ça fait depuis 9 ans qu'on est installé, et donc là, ça commence à être intéressant, et on commence à voir le bout du tunnel, et mais c'est très long, quoi. Tu y as toujours cru, ou il y a des moments où ça a été stressant, ou alors tu t'es dit ça va être compliqué? Non, j'y ai toujours cru. Les débuts ont été très épiques, parce que d'un point de vue de l'administration, le bison, c'est un peu l'inconnu. Quand je suis arrivé voir les services vétérinaires, ils m'ont dit un élevage de bisons, on vient d'enfermer un. Donc, vous voyez, quand on arrive dans des conditions comme ça. Ensuite, il y avait l'aspect réglementation au niveau de l'abattage, puisque l'abattage, les abattoirs, ils ne connaissent pas le bison, ils ont toujours cette appréhension, cette peur, et que c'est un animal sauvage. Donc, il a fallu enfoncer les portes tout doucement, sans faire peur, prouver aux gens que ça existe dans d'autres départements, qu'il y a d'autres élevages qui existent depuis longtemps et que ça fonctionne très bien. Et puis, pas y aller comme un... c'est une histoire de confiance avec les gens. Si tu y vas en disant moi je suis le plus beau, je suis le plus fort, forcément, il y a un moment donné, ça ne marchera pas. Mais c'est à toi de prouver que tout va bien se passer, qu'on est des professionnels, qu'on fait ça de façon carrée, et puis ça marche. Voilà. Et j'ai 2 dernières questions pour toi sur le bison. Une qui m'est venue quand tu as parlé là, c'est comment tu as fait pour avoir tes premiers bisons? Tu les as achetés à d'autres élevages français? Tu les as fait venir d'Amérique? J'imagine que tu les as sélectionnés aussi. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est venu d'un élevage en Belgique, en fait. D'accord. Un élevage qui perdait une partie de son exploitation. Et donc, en fait, on a... si tu veux, cet éleveur en fait perdait une partie de son exploitation, donc devait se séparer d'animaux, et donc il m'a emmené, donc je lui ai acheté une partie de ses animaux, et donc j'ai racheté. Je suis parti de 12 femelles de 7 ans et 18 de 2 ans. Voilà. D'accord.
Donc il y avait une trentaine d'animaux. Et j'en suis à 400 aujourd'hui. Mais tu avais des mâles quand même ou... Ouais. Okay. Si, il y a eu 2 mâles. Il y a 2 mâles qui ont suivi tout de suite derrière. Mais les femelles sont arrivées pleines. Elles étaient gestantes. D'accord, et donc ça a pu faire les petits l'année d'après. Ok, très bien. Et ma deuxième question, c'est la question de l'auditeur. C'est Benoît qui te demande, est-ce que tu vends la fourrure de tes bisons ? Ah, très belle question. Merci Benoît pour cette question. Donc en fait, le bison, c'est un animal qui est emblématique. Il y a plein de magie derrière et des choses comme ça. Et nous, ce qu'on voulait dans ces animaux, c'est essayer de faire un peu comme les Indiens, c'est-à-dire essayer de tout valoriser. Alors tout est valorisable sur le bison. Il y a un moment donné, il faut dire stop parce que il y a plein de passionnés au niveau français qui sont passionnés de culture amérindienne et qui reproduisent tous les outils, qui reproduisent plein de choses à partir du bison, qui était la matière première. Donc forcément, oui, la peau, on la récupère. Donc la peau, on récupère. Donc les peaux d'été sont plutôt utilisées pour faire des tambours. Donc c'est envoyé chez une tannerie qui fait du parcheminage. D'accord. Donc le principe du parcheminage, c'est enlever les couches d'épiderme jusqu'à obtenir cette couche de peau qui est très fine mais qui est très, très rigide. Et donc ça, c'est vraiment pour faire de la percussion parce que le bison, la peau de bison a une très bonne résonance. D'accord. Tu auras appris quelque chose. Voilà. Génial. Voilà. Et par contre, les peaux d'hiver, on récupère des peaux d'hiver. Donc ça, c'est uniquement sur les abattages de début décembre parce qu'il faut que ça soit un pelage où le poil soit poussant, c'est-à-dire qu'il est en train de faire sa fourrure au mois de décembre, il est en train de faire sa fourrure pour se préparer l'hiver, donc le poil est vraiment en condition poussante, et donc quand on l'abat, donc c'est au mois de décembre, on récupère, et pour faire tanner, pour faire de la déco, des descentes de lit, des choses comme ça, des peaux de bison avec le poil. Ok, parfait. Voilà. Et la petite histoire, c'est qu'on a poussé le vice à aller voir les couteliers à Thiers. Donc Thiers, c'est une ville de couteliers et on a amené nos cornes et on a été voir un coutelier pour savoir s'il pouvait nous faire des couteaux en cornes de bison. Et donc, j'ai vu que c'était ce que les Indiens faisaient à l'époque. Ouais, c'est ça. Et donc le manche on commercialise des couteaux en cornes de bison. Magnifique. Donc c'est ça qui est sympa et c'est le petit clin d'œil d'essayer de pousser jusqu'au bout l'utilisation de l'animal de façon optimum, quoi. Bon, mais maintenant, je vais passer à mes questions de fer. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être éleveur ? Moi, ce qui me rend fier d'être éleveur, c'est en fait de créer de la vie, parce que forcément, on élève nos animaux, on les aime, nos animaux. Et ce que je suis fier, c'est ces animaux qui sont un peu atypiques et qui sont très un peu mystérieux, c'est les élever jusqu'au bout du mieux possible, d'avoir des bonnes croissances et d'avoir une viande de qualité et de pouvoir être capable de les accompagner jusqu'au bout. Donc on parlait de l'abattage, donc c'est moi qui les abats et je trouve que je dors pas bien parce que c'est des animaux que j'ai élevés, même si j'ai pas de relation comme mes collègues éleveurs de bovins qui ont des animaux qui sont dans les étables et qui touchent tous les jours et tout ça. Moi, c'est que des animaux qui sont de l'extérieur et je n'ai pas ces rapports, Mais même ça me fait, ça me fait drôle de pouvoir, d'être à la fin de la chaîne. Mais je me dis que ils ne peuvent pas. Ils ont passé toute leur vie en semi-liberté, dehors toute l'année, à manger de l'herbe, aux grands espaces, et donc ils terminent leur vie, quasiment dans leur milieu naturel, et ils en souffrent pas, et c'est ça que je me dis. Je me dis que personne de mieux habilité que moi pour faire cette dernière étape. Et même, je leur parle et ils me regardent, même si c'est des animaux, vu qu'au sevrage, je passe beaucoup de temps avec eux pour les calmer, les choses comme ça. Et en fait, ils connaissent ma voix. Donc, ils savent que je suis là et on voit qu'il n'y a pas de stress, ils ne montent pas au plafond, des choses comme ça. Et donc, ils me regardent. Et donc, c'est comme ça que... Moi, je trouve que c'est une belle façon d'élever des animaux. Et cette fierté après se transmet sur quand on va voir nos clients ou quand on est sur des marchés sur Paris ou sur Marseille, on a des gens qui viennent nous voir en disant est-ce que votre viande est succulente, c'est excellent, ou des choses comme ça. Et ça, on est fiers de notre travail, quoi. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc à nous donner pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas ou apéro entre amis ?
Oui, écoute, on peut parler à ce moment-là du bison blanc. Ah oui, le fameux bison blanc. Donc voilà, on retrouve dans les légendes amérindiennes toujours cette histoire du bison blanc. En fait, faut savoir que le bison blanc, comme beaucoup d'animaux que tu vas retrouver et qui sont blancs, c'est un problème génétique, c'est une évolution génétique liée en fait à un problème voilà, ils sont albinos et souvent donc on a deux types de bisons blancs. Niveau scientifique, deux types. Donc tu as vraiment l'albinos et souvent celui-là il est dépérissé parce que si tu veux un albinos, voilà, ça craint la lumière, ça n'arrive pas avec les yeux, vraiment un albinos pur. C'est avec les yeux, ça craint le soleil, donc ça se cache, et des choses comme ça. Et puis forcément, le bison blanc, il se voyait au milieu de la plaine. Donc forcément, les prédateurs, voilà, quand ils couraient après, ils se disaient tiens, celui-là, voilà, les petits bisons, quand ils naissent, ils sont tout marrons, mais marron un peu marron café crème, tu vois, donc très pour se fondre un peu dans la masse de la végétation. D'accord. Pour échapper aux prédateurs au printemps quand ils naissent. Voilà, les grandes plaines américaines, elles sont jaune-orangées parce que tu as les grandes herbes qui ont vécu tout l'hiver et qui sont crevées. Donc les petits bisons sont là-dedans et ils ne se voient pas. Donc forcément, le bison blanc, déjà c'est rare. Le fait que le bison albinos vive, c'est très rare. Et une fois que c'est rare, une fois qu'il naît, le problème c'est que il va avoir les prédateurs sur son dos assez longtemps. Donc c'était encore plus rare. Donc c'est cette légende amérindienne sur les bisons. C'est tellement rare que c'était vraiment ils vénéraient l'arrivée d'un bison blanc dans un troupeau. Et après, donc deuxième façon d'avoir des bisons blancs, un peu, c'est une histoire de génétique, c'est-à-dire que tu arrives à avoir de la consanguinité. On retrouve ça un peu, tu vois, tu arrives sur des parcs à avoir des tigres blancs, des lions blancs, et donc ça c'est lié à un problème de consanguinité où tu as des espèces qui sont consanguines et qui font des lignées dont le pelage a évolué et ils sont tout blancs. Donc aux États-Unis, tu te retrouves à avoir dans des élevages spécifiques, ils ont sélectionné des animaux blancs et ils se les font se reproduire ensemble, et ce qui fait que ça fait des lignées blanches. Mais c'est bon pour le spectacle, mais c'est pas tu sais, des animaux qui sont consanguin, c'est pas top. Donc nous, on est plutôt sur de la sélection. On travaille sur des animaux, sur la conformation, sur la quantité de viande qu'il y a, sur la docilité aussi, le caractère. Mais passe trop sur les couleurs. Peut-être que ça viendra après. Et après, je serai super fier et super content d'avoir un bison blanc si jamais ça arrive. Je te jure, je t'appellerai. Grave. Et là, pour la fête du bison, t'aurais du succès. Mais là, ça serait énorme. Voilà. Donc le bison blanc existe, c'est pas qu'une légende. Ouais. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter ou commander tes produits, ou si on veut des renseignements sur ton élevage. Alors, mes produits, on peut les retrouver sur plusieurs formes. Donc je parlais tout à l'heure des marchés parisiens. On fait partie d'une association qui s'appelle Paris Fermier, et on fait quelques marchés sur la région parisienne par an. Non, c'est des marchés éphémères où on se retrouve avec plein de producteurs de toute la France et on vient sur un week-end. Donc par exemple, on a Rambouillet, donc on aura un Rambouillet au mois de novembre. On est à la Bergerie Nationale. Tout début novembre. Magnifique endroit. Ouais, magnifique endroit, et on se retrouve sur des grosses manifestations. On fait le Savim aussi à Marseille, ce qui est un salon gastronomique et sur les vins, et qui se passe aussi au mois de novembre, vers le 17-18 novembre. Ensuite, on peut nous retrouver toute l'année à retrouver nos produits donc sur notre site internet. Donc c'est www.bison-auvergne.fr. Et donc on a une boutique en ligne et on est capable de livrer partout en France en 24 heures chrono, et on livre notre viande de bison. Donc on n'est pas obligé d'acheter une caissette, on peut choisir. On a donc de la viande fraîche, de la salaison, saucisson, viande séchée, puis des terrines. Et on peut se faire plaisir et se faire livrer donc chez soi un morceau de viande de bison en provenance du Bourbonnais. Parfait, à bon entendeur. Bon, mais merci beaucoup Mathieu pour ton accueil et de nous avoir fait découvrir tout ça. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.